Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue. Je demande. Oui, voilà. Donc, bienvenue. On a perdu la petite musique d'attente. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour l'avant-dernière journée du symposium annuel sur l'immigration francophone de la FCFA. Je m'appelle Émilie Nicolas. Je suis l'animatrice pour le panel aujourd'hui. C'est d'ailleurs la dernière journée que j'anime avec vous. Donc, demain, c'est Serge de la FCFA qui va prendre le relais pour le dernier panel. Donc, aujourd'hui, on a un panel très intéressant qui nous attend sur les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur l'immigration. Avant de vous présenter nos panélistes, quelques petites notes. D'abord, comme à l'habitude, il y a un service d'interprétation disponible. So if you'd like to hear this conference in English, you can just press the button interpretation at the bottom of your screen, and there will be folks in there to be able to simultaneously translate the presentations in English. The PowerPoints are also available in English on the FCFA website. So if you would like to access the presenters' presentations in that language, you can also check them out and find this information on the FCFA website. Pour le reste de la journée, sinon, simplement vous dire qu'à la fin, avant de vous déconnecter, laissez-moi, s'il vous plaît, le temps de vous partager le lien vers le formulaire d'évaluation pour voir comment est-ce que la journée s'est passée pour vous. C'est une rétroaction qui est très importante pour les organisateurs. Et sinon, simplement vous dire que pour la période de la question, la façon dont on va fonctionner, donc simplement écrire vos questions dans le chat. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Et puis, à la fin, on va les poser donc aux différents panélistes. Si vous attribuez une question à une personne en particulier, c'est sûr que ça m'aide à faire ce tri-là. Puis je vous invite aussi à interagir dans le chat. Vous pouvez donc partager vos commentaires là. Vous pouvez aussi applaudir, bien sûr, les participants en utilisant les petits boutons et les laisser savoir que vous êtes en train d'apprécier donc le contenu qu'ils sont en train de vous partager. Donc, sur ce, sans plus d'informations, on va commencer donc directement au panel. Donc, simplement vous présenter ce dont on va parler aujourd'hui. D'abord, on sait tous que la pandémie a eu des impacts très importants sur la vie des Canadiens et des Canadiennes. On ne compte plus les impacts socio-économiques sur la population en général. C'est donc sûr qu'il y a aussi des impacts importants sur les immigrantes et les immigrants, et aussi que la pandémie, avec les frontières fermées, l'impact que ça a sur la politique globale, qu'il y a de plus en plus d'immigrants dont les projets sont chamboulés par la pandémie. Ça peut donc avoir un impact aussi sur la vitalité des communautés francophones à plusieurs égards. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Les inégalités aussi qui existent au sein de la communauté, des communautés francophones et qui ont pu être exacerbées également par le contexte de la pandémie. Donc, pour en discuter, on a plusieurs personnes avec nous. Je vais vous présenter sans plus tarder la première personne. Donc, Nicolas Graviano, qui est le chef de l'unité d'aide au retour volontaire et à la réintégration, donc AVRR, au siège de l'Organisation internationale pour l'immigration à Genève. Donc, il nous joint depuis Genève. Il est dans ce poste-là depuis 2015 et donc responsable du développement de la politique globale et de la coordination globale des activités d'AVRR dans le monde entier. Il co-dirige actuellement le groupe de travail des Nations unies sur l'immigration et sur le retour et la réintégration. Il est à l'Organisation internationale pour l'immigration depuis 15 ans et a travaillé notamment en Belgique, au Mali, en Jordanie, en Irak et au Canada. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Donc, vous pouvez accueillir Nicolas et je lui cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous les organisateurs d'avoir considéré l'EIM pour intervenir dans ce webinaire. C'est très intéressant pour moi. Je suis vraiment heureux de participer
avec vous. Et effectivement, je vous parle de Genève, du siège de l'Organisation internationale pour l'immigration. Je vais donc du coup partager mon écran pour commencer la présentation. Voilà. Donc, en fait, comme vous le... Ok, voilà. Vous le voyez bien? Vous me confirmez? C'est bon? Oui, on voit très bien. Parfait, très bien. Merci aussi pour l'introduction. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, moi, je suis responsable des activités de retour volontaire à l'intégration ancienne de l'OIM ici au siège à Genève. Mais cet après-midi ou ce matin pour certains, je vais vous donner une présentation un peu plus générale sur ce qui s'est passé depuis un an, en fait, au niveau global, et les répercussions de la pandémie sur les flux migratoires internationaux et la gestion des migrations. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner un peu une vision générale des répercussions de la COVID sur les flux migratoires à niveau international, sur les migrants eux-mêmes comme acteurs principaux de migration. Je vais vous donner quelques pistes sur certaines réponses de l'OIM dans le monde. Ce sera évidemment un aperçu assez général. Et puis, les activités, donc comment l'OIM a réagi et a modifié ou adapté ses activités pour répondre aux besoins des migrants et des gouvernements aussi affectés justement par la pandémie. Et puis, je vais conclure par vous donner quelques pistes de réflexion sur les possibles développements dans l'avenir, compte tenu qu'on est quand même dans une phase assez transitoire, mais aussi en évolution constante et évidemment différente parmi tous les pays. Donc, par rapport aux répercussions de la COVID sur le flux migratoire internationaux, vous le savez bien que les gouvernements ont réagi avec des restrictions à la mobilité internationale suite à la déclaration par l'OMS de la COVID. À peu près 20 000 restrictions dans le monde ont été établies. Et 207 pays, on les a comptés, 207 pays ont établi plus de 5 000 mesures de restriction à la mobilité. Cela a fait en sorte que les flux migratoires vers les pays de l'OCDE, par exemple, ont diminué de 46%, et l'augmentation du nombre d'immigrants internationaux affaibli en 2020 de 27% par rapport aux prévisions qu'on avait en 2009. Les traitements de visa et de permis aussi ont été limités ou suspendus. Et aussi les renouvellements des visas, de permis aussi a eu une restriction. Donc, tout ça a eu effectivement un impact sur les migrants qui, dans la plupart du monde et dans la plupart des cas, ont été particulièrement exposés aux effets de la pandémie. Pourquoi? Évidemment, la fermeture des frontières a causé des pertes d'emploi, manque de renouvellement de visas, et donc a mis pas mal de migrants dans des situations de détresse, dans des situations de vulnérabilité. En juillet 2020, par exemple, l'OIM avait recensé environ 3 millions de migrants qui étaient coincés, dont 1 200 000 au Moyen-Orient. Il y a aussi, pendant la pandémie, d'importants flux de retour de migration parce que justement, les migrants se retrouvaient coincés dans différentes parties du monde. Et donc, ce retour qui n'était pas préparé, ni auparavant, donc ni avant le retour et aussi au moment de l'arrivée, causait des problèmes aux migrants et aussi au gouvernement, aux communautés d'origine. Les migrants se sont retrouvés dans des situations accrues de violence, d'abus, d'exploitation, donc dans des situations de vulnérabilité.
Pourquoi? Parce que, les migrants étaient, plus exposés, à ces situations d'exploitation. Ils avaient plus de difficultés aussi à obtenir, des soins et des services essentiels, suite, justement à leur perte d'emploi, à leur perte de statut. Les migrants ont été en travaillant aussi dans des secteurs, parfois dans l'irrégularité ou dans des secteurs protégés, ils étaient plus à risque de, contracter l'infection. Donc, ils étaient plus exposés dans certains cas au risque d'attraper le virus. Et on a remarqué dans pas mal de situations, dans pas mal de scénarios dans le monde, l'augmentation de sentiments de rejet, de haine au regard des migrants, qui étaient parfois crus diffuser la pandémie, le virus. Et donc, il y a eu vraiment un sentiment de stigmatisation vers les migrants et de leur communauté, qui a fait en sorte, encore une fois, que cette vulnérabilité, cette isolation aussi vers les migrants a été augmentée avec des conséquences importantes négatives à l'égard des migrants eux-mêmes. Évidemment, il y a eu aussi une diminution des fonds, donc des remises, parce que, les migrants, leur situation légale, leur statut légal a été affaibli et donc ne pouvant pas travailler avec la clôture des business, évidemment aussi, l'envoi des fonds a diminué avec un impact négatif pour les communautés d'origine. L'OIM repon a, élaboré une réponse, un plan stratégique mondial en 2020, de préparation et des réponses, qui était axé sur 4 priorités stratégiques. Donc, parmi ces priorités, il y avait effectivement celle de monitorer, la mobilité, donc de suivre, les flux des migrants, et de comprendre, avec, des mécanismes de recensement, les besoins des migrants qui étaient coincés dans différentes parties du monde. Un deuxième axe, a été, focalisé, s'est centré sur la préparation de communautés, à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. 3e acte, c'était plutôt axé plutôt, vers, l'accès à la santé, donc l'accès aux services essentiels, dont, la santé est le plus important, mais aussi des services sociaux. Et finalement, la lutte, enfin le partenariat avec le partenaire mondial pour, lutter contre le covid et contre les effets du covid. Juste pour passer un peu de la théorie à la pratique, je vais vous donner 2 exemples concrets d'activités qu'on a mis en place, au Laos et en Éthiopie, donc dans la République, démocratique populaire du Laos et en Éthiopie. Le premier exemple, c'est un exemple d'appui au gouvernement et particulièrement à la surveillance sanitaire aux points d'entrée et de sortie. Donc aéroport, port de mer et postes frontaliers. Donc l'OIM a été active pour, renforcer les capacités de détection et du covid à l'entrée, donc dans un poste frontière, et pour, renforcer les capacités du personnel national, donc en partenariat avec le gouvernement, pour, faire en sorte que la mobilité, puisse continuer, mais sans pour autant augmenter les cas de covid. Et ça, c'était fait avec, des formations, avec, le partage d'équipements, et l'augmentation des capacités. Le deuxième exemple, c'est, en Éthiopie, et il s'agit d'assistance directe aux communautés vulnérables, aux personnes déplacées, aux personnes, retournées avec, un support à l'accès aux services d'eau, assainissement, hygiène, information sur le covid, aide psychosociale et encore une fois,
rétablissement de lien entre les retournés et la communauté d'origine pour faire face à la stigmatisation que les retournés ont subie. La réponse de l'OIM a aussi, c'est aussi axé sur l'innovation, sur la promotion d'initiatives qui pouvaient justement apporter une aide aux migrants en situation de vulnérabilité, lutte contre la traite des personnes, aide aux migrants en situation de détresse et encore une fois, support au retour à la réintégration pour les migrants qui le souhaitaient. Par exemple, si on se centre un peu plus sur le côté retour volontaire, ce qu'on a fait, c'est de mobiliser nos équipes avec des systèmes de communication virtuels pour mieux communiquer avec les migrants qui souhaitaient rentrer, pour faire en sorte que les migrants étaient informés sur les impacts du Covid, sur l'impact des restrictions mondiales pour la mobilité. Et donc, avec des mécanismes de communication différents pour promouvoir l'information, pour promouvoir des choix accrus, enfin des choix mieux fondés sur l'information directe. On a aussi mieux préparé les migrants au retour, justement, tout en augmentant leur attention sur les effets du Covid et sur comment prévenir la pandémie, avec le développement des procédures standardisées pour avant le retour, durant le retour et après le retour. Et on a adapté aussi l'assistance à la réintégration avec un support, par exemple direct au cash, avec une assistance directe au retour volontaire, au retourné et aussi aux communautés d'origine pour, encore une fois, faire face au sentiment de stigmatisation. Donc, le dernier, peut-être le dernier exemple que je vais donner, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du réseau des Nations Unies. Vous savez que certains gouvernements ont répondu avec des retours forcés, des expulsions à la frontière. Et ça a augmenté justement le risque lié au Covid pour les migrants, pour les expulsés, pour le retour forcé, mais aussi pour les gouvernements d'origine qui devaient faire face justement aux besoins de communauté et aux besoins de ces retournés. Et alors, vous savez que quand les retours sont forcés, il y a un manque de coordination entre les gouvernements et s'il y a des volumes importants, cela pose des défis additionnels dans l'octroi des services essentiels. Et donc, cela complique effectivement les choses. Dans ce cadre, le réseau des Nations Unies, en mai 2020, a lancé une déclaration, un plaidoyer pour, tout en exigeant la suspension de retour forcé dans le moment le plus, dans la crise plus forte du Covid, donc en mi-2020. Et sur cette base-là, des activités de plaidoyer ont été entreprises pour justement arrêter ce genre de pratiques et aussi pour répondre aux besoins des gouvernements et des migrants. Je vais conclure. Donc, en ce qui concerne l'avenir de la mobilité, un retour complet au niveau de mobilité d'avant la pandémie est peu probable dans le court terme. Et au moins, ça sera pas soudain. Ça sera quelque chose qui va venir peu à peu, surtout avec l'expansion et l'accès au vaccin. Donc, au fur et à mesure que les populations ont accès au vaccin, la mobilité va répondre aussi, mais ça ne sera pas de manière soudaine. Il faut s'attendre au maintien, au moyen et long terme des restrictions liées à la migration. Encore une fois, ça dépend aussi de l'accès au vaccin. Il y aura des multiples vagues de Covid dans les différents pays qui auront certainement des conséquences sur la mobilité. Ça, on le voit aujourd'hui avec tous les variants du Covid auxquels on doit faire face.
Et donc, cela aussi pourra effectivement affecter la mobilité dans le court et moyen terme. Et peut-être un développement important sera le fait de tenir de plus en plus en compte les enjeux de santé publique dans la migration, dans le mouvement transfrontalier, donc dans la migration internationale. Et ça, effectivement, c'est un point important parce que peut-être la composante santé était, avant le Covid, un peu moins important, alors qu'on voit que de plus en plus, ça sera pris en compte dans les questions de mobilité mondiale. L'OIM recommande justement une utilisation accrue des situations virtuelles dans la gestion de la migration. On a vu, tout en adaptant nos opérations, qu'il y a des avantages pour les migrants lors de l'utilisation de ces solutions virtuelles. Il est important aussi de renforcer les contrôles et la surveillance sanitaire au moment des déplacements transfrontaliers. Il est important aussi, et ça j'insistais beaucoup pendant ma présentation, mais c'est vraiment important, vraiment un point auquel on attend beaucoup d'attention, c'est la prévention de la xénophobie et de la stigmatisation, la discrimination au regard des migrants et de leur communauté. Les migrants doivent faire partie, doivent être inclus dans les plans de reprise socio-économique, et il n'y aura pas une reprise post-Covid si justement on n'a pas une approche globale, une approche intégrée qui inclut les migrants, leur communauté d'origine et leur communauté d'accueil au même temps. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention et je reste à l'écoute en cas de questions. Encore une fois, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation qui nous permet d'avoir une meilleure idée donc, du contexte global. J'espère qu'il va y avoir des questions aussi qui vont être écrites dans le chat. Sinon, vous pouvez aussi y réfléchir. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de questions pour Nicolas. La prochaine présentation, elle est donnée par deux personnes, en fait, donc Corinne Prince et Louise Van Winkel. Donc, les deux vont présenter ensemble en tandem. On va d'abord donner la parole à Corinne, qui va ensuite la passer à Louise. Donc, je vous présente Corinne d'abord. Corinne est arrivée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en 2009 comme directrice générale du bureau d'orientation relatif au titre des compétences étrangers. Elle est depuis devenue directrice générale des politiques d'établissement et d'intégration. Puis, depuis l'automne 2020, depuis quelques mois, elle est directrice générale responsable de l'immigration francophone et de la partie 7 de la loi sur les langues officielles au sein de la direction générale des politiques d'établissement et d'intégration. Donc, bienvenue parmi nous, Corinne. Et je vais présenter tout de suite aussi donc Louise, qui est responsable de la promotion francophone, immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada à l'ambassade du Canada en France. Donc, elle a intégré le service de l'immigration de l'ambassade en 1993 et comme agente, puis depuis 2006, elle est responsable de la promotion francophone. Donc, avec son équipe, elle organise la Forum Mobilité annuel Destination Canada, Forum Mobilité à Paris et à Bruxelles, avec une première édition virtuelle, bien sûr, donc en février 2021, donc il y a un mois. Je ne sais pas si elle va nous parler de cette première édition virtuelle-là. Donc, je passe la parole tout de suite donc, à Corinne et ensuite à Louise. Merci beaucoup, Émilie. Je dois dire qu'il y a un test d'alarme ici dans mon condo. Est-ce que vous l'entendez ou On l'entend, mais on vous entend bien aussi. C'est pas trop bruyant, là, donc ça va. Vous pouvez faire votre présentation. J'espère que ça va finir bientôt. Ouais, c'est plus pour vous que ça doit être bien fatigant. Mais je vais commencer quand même. Donc, Louise et moi vont vous adresser aujourd'hui au sujet de l'impact de la pandémie et la réponse globale d'IRCC. Et on va couvrir l'impact sur les admissions et niveaux, la promotion et recrutement et le secteur de l'établissement. Donc, nous pouvons procéder à la diapo 3, s'il vous plaît.
Donc, le contexte actuel, dans un contexte de pandémie, comme Nicolas a noté, nous avons maintenant un racisme systématique et les vulnérabilités des nouveaux arrivants racialisés et minoritaires sont amplifiées. Ça, c'est sûr. Une deuxième chose, actuellement, le gouvernement fédéral a consulté depuis 2019 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et juste un mois passé, le 19 février, ministre Joly a publié un document de réforme pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et pour la première fois dans notre histoire, l'immigration était inclue comme une proposition dans la loi actuelle. Nous avons aussi travaillé étroitement à l'intérieur de notre ministère pour la mise en œuvre et l'approfondissement de notre stratégie en immigration francophone qui a été lancée en mars 2019. Diapo 4, s'il vous plaît. Nous sommes dans une période de pandémie et le ministère a déjà continué d'investir et d'innover. Une chose qui est très claire, qui dit que l'immigration francophone et la loi sur les langues officielles est vraiment une priorité pour l'IRCC et qu'il m'a nommée comme directrice générale responsable seulement pour ces deux dossiers en novembre 2020. Auparavant, comme Émilie a dit, j'étais responsable pour le programme, la politique pour le programme établissement et réétablissement au complet, A à Z, incluant l'immigration francophone. Il y a aussi, le ministère a fait vraiment un pivot en termes de mettre tous les services actuels d'établissement et réétablissement qui étaient offerts en personne partout au Canada et aussi à l'extérieur du pays. Et on a transformé tout ça et on a mis tous ces services-là online dans un contexte virtuel. Donc, ça, c'était un travail énorme de le faire avec plus que 500 fournisseurs de services, et de s'assurer que les réfugiés les plus vulnérables étaient encore capables de rentrer au pays avec une période d'isolation, etc. Donc, le PPE pour nos fournisseurs de services était très important et on a travaillé très fort pour s'assurer un service complète, même avec toutes les contraintes actuelles. Diapo 5, s'il vous plaît. En plus de le pivot que je viens d'expliquer, nous avons vraiment mis un focus sur l'augmentation de l'offre de services d'établissement francophone et on a renforcé les capacités du secteur de l'établissement francophone à travers le pays. On a travaillé étroitement avec nos collègues à ESDC et avec l'Agence de santé publique du Canada. Et nous avons aussi exploré les mesures plus ciblées pour les candidats d'expression française. Avec les frontières fermées, on a travaillé de faciliter la transition des résidents temporaires vers la résidence permanente. On a commencé à prioriser certains secteurs clés de l'emploi, tels que l'enseignement, les secteurs de la santé,
et des soins de longue durée de la petite enfance. On a travaillé étroitement depuis des mois avec nos partenaires, les provinces et territoires, et nous sommes en train de les aider à remplir leur pénurie de main-d'œuvre, surtout avec les francophones. Et finalement, on a commencé à explorer les bénéfices et les coûts d'élargir l'admissibilité aux services d'établissement à certaines résidentes temporaires. Il y a une longue liste sur le diapo 5 des choses qu'on a faites, mais je note seulement 3 de ces éléments. Sur le diapo 6, en termes de l'impact de la pandémie sur les admissions et niveaux, c'est vrai qu'on n'a pas atteint notre cible pour les plans de niveau en 2020. Avec la pandémie, avec les frontières fermées, on a eu un effet considérable sur les admissions globales de résidents permanentes. Et ça continue. Donc, le contexte de la pandémie et les restrictions de voyage nous a forcé de changer comment on travaille. Donc, notre travail maintenant est soutenu, appuyé par l'innovation et la collaboration pour atteindre la cible de 4,4% d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2023. Nous sommes, comme j'ai dit, actuellement en train de regarder à l'intérieur du pays pendant que les frontières sont toujours fermées. Donc, notre job maintenant est de convaincre les travailleurs temporaires et les étudiants internationaux, de les convaincre de rester au Canada en lieu de retourner à leur pays source après soit leur travail ou leurs études. Diapo 7, s'il vous plaît. Notre réponse à ces enjeux est de renforcer les capacités des communautés francophones. Nous avons maintenant presque 80 fournisseurs de services francophones. Nous avons en place les 14 communautés francophones accueillantes, ainsi que notre réseau en immigration francophone. Et on travaille étroitement avec le FCFA et avec tous ces fournisseurs de services-là et les organisations, les associations, de renforcer leurs capacités durant la pandémie. Tout avec le but d'atteindre les niveaux d'immigration cette année, en 2022 et en 2023. C'est vrai que nos objectifs d'immigration pour les 3 prochaines années sont très ambitieux, mais on souligne toujours l'importance des nouveaux arrivants françaises. Et autant que pour la vitalité des communautés francophones que pour la reprise économique post-pandémie. Nous sommes en train de travailler étroitement avec nos partenaires dans les provinces et territoires, pas seulement pour mise en vigueur les propositions d'immigration qui sont incluses dans le livre blanc du ministre Joly, mais aussi de s'assurer qu'à l'intérieur de l'IRCC, nous avons toutes les mesures en place pour atteindre pas seulement le cible des niveaux, mais en 2023, pour atteindre notre cible en immigration francophone. Je vais passer la parole à Louise à Paris pour les 2 prochains diapos. Donc, nous pouvons aller à diapo 8, s'il vous plaît.
Merci Corinne et bonjour tout le monde ou bonsoir pour ceux qui sont de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est clair que la pandémie a eu un impact aussi sur nos activités de promotion et l'appui qu'on donne au recrutement. On travaille de très près avec les provinces et territoires, des régions, des villes, mais aussi des employeurs directement. On a pu maintenir quand même des activités en renforçant l'aspect virtuel, bien sûr. Donc, en 2020, il y a eu à peu près 200 activités en dehors du Canada. C'est à peu près la moitié de l'année précédente. Mais on a compensé peut-être un peu avec l'édition virtuelle de Destination Canada Forum Mobilité, qui est passé d'un événement qu'on appellerait ces jours-ci hybride, parce que depuis plusieurs années, toutes les présentations, tous les ateliers étaient disponibles en web diffusion ou sur Facebook Live. La différence cette année, c'était que les kiosques aussi étaient virtuels. Donc, on a fait lever très tôt les exposants sur la côte ouest canadienne pour rencontrer au cours de 3 jours 13 000 visiteurs, 13 000 candidats qui avaient fait une demande de participation qui a été retenue. Et puis, l'avantage aussi, c'est que l'ensemble des presque 32 000 personnes inscrites pour le forum ont accès pendant tout le mois de mars, peuvent visiter les 142 kiosques virtuels, télécharger des documents, visionner des vidéos et revoir ou voir les conférences. Au Canada aussi, nos collègues sont actifs dans la promotion francophone. D'une part, la sensibilisation des employeurs pour les intéresser au bassin de talents et de compétences à travers le monde avec des compétences en français. Et puis aussi informer les personnes qui sont actuellement au Canada comme résidents temporaires des avenues vers la résidence permanente. Donc, une autre façon de contribuer aux cibles. Donc, à l'heure actuelle, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de rencontres en personne. Ça nous manque, mais ça nous permet quand même d'encourager les personnes intéressées par le Canada à travailler sur leur projet. Et ça a permis aussi une participation accrue de certains types d'exposants à Destination Canada. Donc, vraiment l'occasion de mettre de l'avant les services en français pour les nouveaux arrivants et contribuer ainsi au continuum d'immigration francophone. Comme on voit à la prochaine diapo, donc c'était l'occasion de renforcer notre virage virtuel. Comme je l'ai expliqué, on avait déjà commencé avec beaucoup d'activités en ligne, mais maintenant, en pouvant vraiment se concentrer là-dessus, on a pu développer des nouvelles thématiques, tourner de nouvelles vidéos et améliorer, je crois, l'offre à distance. Donc, la communication était un petit peu compliquée par le fait qu'on voulait susciter de l'enthousiasme de la part des visiteurs, tout en freinant un peu leurs ardeurs en disant que c'est le moment de se préparer pour partir au Canada, mais pour la plupart des gens, pas encore le moment de prendre l'avion. On reste très actif, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, les messages d'IRCC sont relayés dans l'émission à travers le monde. Là aussi, pendant quelques semaines, bien sûr, la communication était axée vraiment sur les priorités de la pandémie, mais on revient à une communication plus large, plus normale, pour encourager les gens à explorer les options au Canada. Ce qu'on a ressenti, c'est peut-être un intérêt accru pour des régions et des villes en dehors des grandes métropoles. Peut-être que la pandémie aura suscité de nouveaux intérêts, de nouvelles questions quant au mode de vie qu'on cherche. Et ça sera intéressant de voir à plus long terme quel est l'impact sur ce questionnement que je pense qu'on a tous eu au cours de la dernière année. Donc, la refonte, ce virage virtuel et en particulier pour Destination Canada, nous a vraiment permis d'élargir notre public et il y avait des gens qui se sont connectés de vraiment partout au monde. Ça donne une vitrine plus large pour les exposants avec non seulement la facilitation de ne pas avoir les frais de voyage, l'investissement de temps, mais aussi en gardant le matériel disponible pendant un mois entier
ça permet aussi d'approfondir l'exploration de ce matériel. C'est clair que ces événements sont à évaluer. On est dans un processus de questionnaire de rétroaction pour les visiteurs, pour les exposants, et je pense que ça nous donnera de bonnes pistes pour l'avenir. Corinne, je te repasse le micro. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous deux. Je vais juste vous dire à peu près peut-être 2 minutes avant de conclure, si possible. Mais je sais que vous êtes deux, donc c'est la vie comme ça. Mais allez-y, Corinne. Je ne voulais pas vous interrompre. 2 minutes. Donc, diapo 10, s'il vous plaît. Comme vous pouvez imaginer, au début de la pandémie, l'information pour nos fournisseurs de services et nos clients était primordiale. L'information sur les services disponibles, les règlements du lockdown, où est-ce que nous pouvons obtenir le PPE, est-ce que vous allez continuer de nous financer même si nos portes sont fermées? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la santé et le bien-être de nos employés? Donc, l'information chaque jour pour plus que 500 fournisseurs de services était primordiale. On était très chanceux d'avoir en place un Conseil national de l'établissement et de l'intégration. Et on l'a utilisé plus que jamais. D'habitude, on fait 2 rencontres par année en personne. Durant la pandémie, au début, on a fait 3 appels par semaine. C'était une façon fantastique de communiquer. En plus de ça, nous avons contacté nos fournisseurs de services de vraiment savoir quels étaient leurs besoins. Alors, avec les sondages, etc. Nous avons trouvé que 98% des organismes ont assuré une continuité totale ou partielle de service. Et Alain va parler plus en profondeur de ça. Mais je dois dire que c'était très important pour nous de partager tous les programmes que le gouvernement fédéral était en train de mettre en place, les programmes pandémiques. Donc, on a travaillé étroitement avec ESDC et on a invité les experts à nos webinaires pour s'assurer que tous nos fournisseurs de services, première chose, ont compris l'éligibilité pour ces programmes et comment répondre aux questions de leurs clients. Un webinaire en particulier pour les fournisseurs de services francophones, on a eu plus que 400 participants de divers fournisseurs de services partout au pays. Et en plus de ça, on a aidé nos collègues dans d'autres ministères pour ces programmes qui étaient toujours disponibles juste en anglais et en français. IRCC a traduit les éléments et les règlements de ces programmes-là dans plusieurs langues pour nos clients. Donc, ça a aidé les autres ministères de s'assurer que le myriade de programmes que le fédéral a mis en place presque chaque jour de la semaine étaient compris et utilisés par les nouveaux arrivants. C'était très, très important et je pense que ça, c'était vraiment un lesson learned pour nous, comment nous pouvons aider, même si l'information est seulement en anglais et français. On a vraiment ajouté avec la traduction dans différentes langues. Il y a plusieurs d'autres choses, mais peut-être je vais juste finir, Émilie, par dire qu'en plus de l'information, le financement était très important pour nos fournisseurs de services parce qu'ils ont dit, bon, nos portes sont fermées, est-ce que vous allez couper nos ententes de contribution? Mais non, on a dit non, on va continuer à vous payer et on va voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire.
même on a augmenté les salaires des travailleurs de première ligne pour une période temporaire. Donc, je pense que nous continuons actuellement de renforcer tous les éléments que j'ai décrits aujourd'hui. Et on a inclus aussi maintenant les innovations, parce qu'avec les frontières toujours fermées, il faut innover pour atteindre pas seulement la cible des niveaux, la cible d'immigration francophone, mais aussi d'utiliser les francophones et les nouveaux arrivants francophones pour le recouvrement économique post-pandémie. Je vais arrêter là. Merci et mes excuses pour le test d'alarme de feu. Merci beaucoup, Corinne. Puis oui, on voit, je pense qu'on n'entend plus l'alarme, là. Donc, en fait, c'est pour votre propre mal de tête. On est soulagés que ce soit arrêté. Puis merci aussi à Louise. Donc, merci à toutes les deux pour cette présentation-là. On vous a laissé un petit peu plus de temps vu que vous étiez deux. Mais je vais compter sur mes deux panélistes suivants pour me permettre de terminer dans des temps, n'est-ce pas, qui vont permettre d'avoir une période de questions riche. D'ailleurs, il y a aussi déjà donc, des questions pour vous dans le chat. Vous pouvez les regarder, commencer à se préparer à y répondre parce qu'on va y arriver sous peu. Donc, le prochain panéliste, Alain Dupuis, que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, n'est-ce pas, puisqu'il est le directeur général de la FCFA. Donc, rapidement, originaire de Sudbury, Alain est à la tête de la Fédération des communautés francophones et acadiennes depuis mai 2017. Ses priorités sont le resserrement des liens entre les organismes de la francophonie canadienne, la croissance de l'immigration francophone et la participation accrue des jeunes et de la diversité au sein des communautés francophones et acadiennes. Auparavant, il était directeur général du regroupement étudiant franco-ontarien et il a également occupé la vice-présidence de l'Association des communautés francophones d'Ottawa et membre du groupe de l'organisation de l'initiative Ottawa bilingue. Bienvenue parmi nous, Alain, et je te souhaite la parole. Je te souhaite la parole, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Heureux d'être là et de vous voir aussi nombreux en ligne. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 petites secondes, je vais vous présenter les impacts de la pandémie sur le secteur communautaire. Et donc, nous avons réalisé une étude. Attendez, voilà. Alors, nous avons réalisé une étude pour comprendre l'impact de la pandémie sur les organisations de la société civile francophone. Et évidemment, plusieurs de ces organisations-là offrent soit des services directs aux nouveaux arrivants francophones ou bien sont impliquées dans des initiatives communautaires de développement communautaire qui touchent de façon indirecte l'immigration francophone. Alors, évidemment, ma présentation, je vais vous parler un petit peu de l'étude, la méthodologie qu'on a utilisée. Je vais développer aussi les impacts de la pandémie. Il y a à peu près 900 groupes organismes à but non lucratif en francophonie canadienne dans toutes les provinces et territoires. Et donc, je vais aussi vous parler de l'impact qu'a eu l'aide gouvernementale. Il y a eu plusieurs programmes d'urgence qui ont été lancés et nos groupes ont pu y accéder. Et ensuite, on fera un petit bilan provisoire parce qu'évidemment, la pandémie n'est pas terminée et je vais vous partager quelques réflexions pour préparer l'avenir. Alors, les objectifs de notre étude, c'était de mieux comprendre quels étaient les impacts, évidemment, de la pandémie, mais aussi des différentes mesures sanitaires qui ont été déclarées là, pour contrer la pandémie. Donc, quels ont été les impacts sur les opérations des organismes francophones? C'était aussi de documenter les résultats découlant des programmes d'aide offerts par les gouvernements, les 3 paliers de gouvernement, et de déterminer des axes d'intervention à privilégier pour appuyer davantage les organismes durant la 2e vague, peut-être s'il y a une 3e vague, mais surtout pour la relance, commencer à réfléchir à cette post-pandémie qu'on espère plus tôt que tard. Alors, notre démarche, s'est étendue de l'automne dernier jusqu'au mois de février.
Nous avons fait un sondage auprès de 250 organisations sur les 900 qui ont répondu au sondage. Alors, c'est très bien. Il y a aussi eu des entrevues avec 25 leaders de ces organisations-là et 6 groupes témoins, groupes de discussion, incluant une vingtaine de participants pour réfléchir avec nous des pistes d'action pour la suite des choses. Et chose certaine, nos intervenants venaient de toutes les régions du pays, mais aussi de tous les secteurs d'activité de la francophonie canadienne. Et donc, quand on regarde l'impact sur les activités et les services, les organismes nous ont dit que seulement 57% ont indiqué là, qu'ils offraient la majorité ou tous leurs services. Alors, ici, on voit 5% n'offrent aucun service. Il y en a carrément qui ont fermé boutique ou qui ont dit on reprendra une fois la pandémie terminée. 39% offrent seulement une minorité de leurs services et activités. 34% offrent la majorité de leurs services et activités et quand même 24%, le quart, offrent presque la totalité de leurs services ou activités. Alors, c'est un impact quand même différent selon le niveau d'intervention des organismes. Une des plus grandes pertes causées par la pandémie, c'est vraiment le capital des bénévoles. Les organismes de la francophonie canadienne, oui, ils ont des employés, mais la majeure partie de leurs efforts sont soutenus par des bénévoles, que ce soit à leur conseil d'administration ou même pour les levées de fonds ou l'organisation d'activités. Et ça, seulement 22% des organisations ont dit qu'ils avaient une majorité de leurs bénévoles toujours en place. La plupart n'avaient que leur CA qui restait de façon active. Et donc, cette perte-là, on espère que les gens vont pouvoir reprendre contact avec leurs bénévoles après la pandémie, mais c'est clair, c'est une capacité réduite assez importante. Au niveau de l'impact budgétaire de la pandémie, bien, c'est 60% des répondants qui ont dit que leurs budgets ont été affectés qui ont subi des pertes financières directement liées à la pandémie. Et c'est surtout le cas, c'est encore plus le cas en fait dans les organisations locales. 81% des organismes qui œuvrent au niveau local ont subi des pertes financières. Et ça, c'est important dans un contexte de minorité linguistique parce que c'est souvent ces organismes-là de terrain qui font vivre le français au quotidien. Et donc, si eux, ils ont une capacité très réduite, les grandes organisations nationales et provinciales ont été moins affectées que les organisations locales. Et certains secteurs en particulier, on parle des médias communautaires qui dépendent des revenus publicitaires, les organismes de développement communautaire et bien sûr le secteur des arts et du patrimoine qui a été particulièrement affecté. Et ce n'est pas aussi simple que de tout mettre en ligne, hein, parce que quand on avait une communauté et un théâtre ou une salle de spectacle, on avait une communauté physique qu'on desservait. Mais là, en ligne, quand on met nos activités culturelles en ligne, on fait compétition avec le monde entier et ce n'est pas une offre qui manque à ce niveau-là. Alors, c'est quand même très déstabilisant au niveau des publics. Et donc, comme je vous disais, les organismes qui n'ont connu aucune perte, c'est surtout ceux qui avaient un financement de base garanti sur une période pluriannuelle. Et donc ici, les impacts budgétaires, où est-ce que les organismes ont connu des pertes budgétaires? Bien, 47% nous disent que c'est une diminution des activités de levée de fonds, hein, que ce soit un bingo, que ce soit des fondations. La capacité de lever des fonds a été très affectée et le sera pour encore plusieurs mois et peut-être quelques années. La diminution du nombre de clients ou la vente de services qui est en baisse à 44 et 43 et 21 quand même qui ont dit qu'ils ont perdu des subventions. Maintenant, si on regarde au budget annuel de l'organisation, ces pertes-là représentent quoi dans le budget global d'une organisation? Bien, c'est entre 1 à 10 pour à peu près 30 des organisations et jusqu'à 30 pour un autre, entre 11 et 30 pour un autre 29 des organisations. Heureusement, plus de 30 on est seulement à 5, mais il y a aussi le quart des répondants qui ont dit je ne sais pas encore parce qu'il y avait trop d'éléments en mouvement et c'était très difficile d'analyser l'impact financier que ça aurait sur l'année.
Et combien, en moyenne, si on avait à chiffrer ces pertes-là, bien, on a posé la question aux gens, c'est entre 25 000 et 60 000 par organisation qui a été perdue. Mais évidemment, il y a beaucoup de variations selon le domaine d'intervention. Et évidemment, bon, plusieurs annulations d'activités, surtout au début de la pandémie. Aujourd'hui, on voit que les gens ont été très créatifs pour repenser leurs événements en ligne, mais il y a plusieurs événements qui ont été annulés et donc des revenus là aussi qui n'ont pas pu être collectés si c'était des événements payants. Bonne nouvelle, je dirais, un peu de la moitié des groupes ont demandé des aides d'urgence des gouvernements et 91 des répondants qui ont déposé une demande ont indiqué avoir reçu un appui financier. Alors, les aides, surtout au niveau fédéral, ont été utiles et on a répondu rapidement. Ici, je vous fais la liste un peu des différentes aides qui ont été offertes. Il y a eu évidemment une aide salariale d'urgence. 45 des groupes ont pu en obtenir une. Fonds relatifs à la COVID pour soutenir les organismes. Ça, c'était à travers les organismes comme Centraide. 44 qui ont fait une demande ont reçu une aide. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ça, c'était pour l'aide au loyer notamment. 38 et autres programmes fédéraux, 21 ici, à noter que les gouvernements provinciaux et municipaux, nos groupes, en tout cas des communautés francophones, ont moins accédé à ces aides-là. Je pense qu'elles étaient moins nombreuses aussi, ces aides-là, pour les OSBL. Parmi ceux qui ont reçu une aide, 72 ont dit que cette aide-là a satisfait à leurs besoins ou 24 ont dit que c'était une aide importante, mais n'a pas satisfait à tous leurs besoins. Et 4 nous ont dit qu'ils n'ont pas reçu l'aide nécessaire. Alors, malgré tout ça, on entend toujours des histoires de certains petits groupes qui n'ont pas pu accéder aux aides, que ce soit parce qu'il n'y avait pas des salariés à temps plein, puis ils travaillaient plutôt avec des contractuels. Ces critères-là étaient parfois difficiles là, à atteindre pour certains organismes qui n'étaient peut-être pas toujours en mesure de démontrer des pertes immédiates. Alors, ça a quand même eu un impact sur ces plus petits groupes-là et c'est eux là, qui sont dans une situation plus précaire aujourd'hui. Et donc, le bilan provisoire, 35 des gens nous ont dit qu'ils sont, dans l'ensemble, aussi solides qu'au début de la pandémie. 55 se disent fragilisés, mais vont retrouver une situation similaire à avant la pandémie. Mais c'est le 9 et le 1 ici qui est peut-être plus inquiétant. Qui disent qu'ils ont un avenir incertain ou qui font face à une fermeture imminente. Et c'est pour ces groupes-là qu'il va falloir vraiment suivre parce que c'est les plus petits groupes, les groupes aussi des communautés ethnoculturelles qui ne reçoivent pas, qui ne sont pas déjà des clients des différentes agences fédérales qui ne reçoivent pas des subventions qui sont les plus affectés. Et encore une fois, ceux qui font vivre la francophonie au quotidien. Alors, à l'avenir, on a posé la question, comment imaginez-vous l'avenir de votre organisme? Seulement 15 nous ont dit qu'ils vont reprendre leurs activités comme c'était le cas avant la pandémie. Et donc, qu'il y aurait des changements permanents dans les opérations des organisations et les façons de faire. Une partie de ça, ils sont obligés, ils ont innové, puis il y a des pratiques gagnantes, c'est intéressant. Mais d'autres aussi nous disent, on ne pourra pas retourner comme avant parce qu'on n'a plus le capital bénévole, on a perdu un contact avec notre public et avec notre communauté. Et ça va devoir nécessiter là, des efforts soutenus pour reprendre contact avec nos communautés et nos bénévoles. D'autres changements qui sont prévus dans la façon de s'organiser, évidemment, la programmation à distance, c'est là pour rester dans certaines instances, bien qu'on apprécie et on a hâte de se revoir en personne. Évidemment, il y a eu des nouvelles politiques de développer pour le télétravail, les réunions virtuelles, plusieurs gens qui n'avaient jamais fait des AGA à distance qui maintenant, c'est rendu la norme. Mais aussi certaines nouveautés par rapport à des politiques et des mesures sanitaires, une capacité à s'adapter et à maintenir là,
des services dans un environnement où on doit gérer un risque au public. Et donc, pour affronter la prochaine période, pour affronter l'avenir, il y a quelques besoins critiques là, qu'on a besoin d'adresser. Les besoins opérationnels. Alors, évidemment, une aide pour couvrir la masse salariale jusqu'à la fin de la pandémie, ça va être nécessaire de maintenir les aides fédérales à la masse salariale parce que ça a permis de maintenir le personnel des organismes et le savoir-faire des organismes en place. Si demain matin, il n'y avait plus d'aide salariale, ça aurait un effet catastrophique sur les organisations qui ont quand même pu retenir leurs ressources humaines. Mais aussi la question des pertes de revenus. Comme je le disais tout à l'heure, les levées de fonds et la vente de services, ça ne va pas retourner à la normale tout de suite après la pandémie. Ça va prendre quelques années à récupérer ces sommes-là. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une aide pour les sommes perdues? C'est une question qu'on doit se poser. L'appui au changement organisationnel aussi, la gestion du changement, tout le monde est là-dedans, que ce soit dans les nouvelles méthodes de gérer des ressources humaines, que ce soit dans l'installation d'équipements, la formation du personnel. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait probablement offrir plus de formation continue pour développer des nouvelles compétences. Alors ça va être important pour la suite. Et de la part des bailleurs de fonds, ça aussi, ça va exiger une adaptation. Et donc, il va falloir pour du moins la prochaine année être très flexible pour la réallocation de fonds qui étaient destinés peut-être à des déplacements, qu'on puisse utiliser ces fonds-là autrement ou même répondre à des besoins imminents là, causés par la pandémie. Mais aussi adapter les attentes qu'on a envers les groupes pour les résultats. Et ça, c'est particulièrement important, je pense, pour le domaine de l'immigration où souvent le financement est associé au nombre de clients. Ça va être important qu'on ajuste nos attentes en termes de résultats pour les groupes pour les prochaines années. Et donc, pour l'immigration francophone en particulier, bien, mes collègues en ont parlé un peu, mais ça a eu un impact sur l'immigration francophone hors Québec, qui, oui, la proportion d'immigrants en 2020 est passée de 2,8 à 3,6 %. Alors, en termes de pourcentage, c'est une augmentation, mais le nombre absolu de francophones à l'extérieur du Québec a chuté de 2700 personnes par rapport à 2019. Ça, ces tendances-là, on le sait, vont se maintenir pour au moins cette année et probablement les années à venir. Et donc, tant que les frontières canadiennes ne sont pas rouvertes, les nombres vont évidemment en dépendre. Pour les organismes œuvrant en immigration francophone, évidemment, la question de préserver leurs expertises, Corinne mentionnait, on a travaillé fort pour construire les capacités du parcours d'établissement francophone pour que ces organisations-là puissent offrir des services en français partout au pays. Mais on va devoir stabiliser et maintenir l'appui à ces groupes-là pour qu'il n'y ait pas une perte d'expertise. Évidemment, on l'a mentionné aussi, les inéquités sociales vécues par les immigrants d'expression française et les minorités visibles. Ça a été beaucoup discuté, les impacts disproportionnés de la pandémie sur les nouveaux arrivants et les minorités visibles. Alors ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus et que les groupes comme le mien et tous les groupes de la francophonie pensent de nouvelles stratégies pour porter ces inéquités sociales-là qui affectent les nouveaux arrivants francophones. Et bien sûr, le domaine postsecondaire a été particulièrement touché aussi avec l'absence des étudiants internationaux cette année. Ça a un impact pour des établissements minoritaires francophones qui déjà ont moins d'étudiants que les organisations majoritaires. Et donc, dans une perspective post-pandémie, il est important qu'on positionne l'immigration francophone comme un levier en appui à la relance canadienne. Il va falloir aussi qu'on porte le discours que l'immigration francophone amène une richesse sociale, culturelle, économique pour le Canada en entier, qu'on est fier de ça. Il va falloir qu'on identifie les réussites de nos communautés grâce à l'apport de l'immigration francophone et aussi qu'on identifie par des données probantes les nombreux besoins de main-d'œuvre au sein de nos communautés pour se sensibiliser davantage les gouvernements provinciaux, territoriaux à l'importance de sélectionner des immigrants francophones. Alors, il y a un travail là
pour la suite, pour la relance. Alors, en conclusion, notre étude nous montre qu'il faut appuyer les organismes à maintenir leurs opérations pour assurer leur stabilité. Il faut rebâtir le capital de bénévoles des organisations. Il faut rebâtir aussi les liens avec la communauté qui ont été affectés par la pandémie. Et bien sûr, il faut positionner l'immigration francophone pour la suite des choses dans la relance. Et donc, spécifiquement, nos recommandations, ce serait de maintenir l'aide d'urgence aux groupes de la société civile d'ici la fin de la pandémie, que l'ensemble des bailleurs de fonds, que ce soit IRCC, Patrimoine canadien ou d'autres institutions fédérales, soient flexibles dans leurs attentes pour les groupes pour les 3 prochaines années et qu'on mette sur pied un fonds de relance pour appuyer les capacités des groupes à faire face à la relance et à la transition vers de nouveaux modes de prestations. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je sais que j'ai dépassé un peu, alors je m'arrête là. Merci. Moi, je ne peux pas couper le directeur général, c'est de la triche. Mais merci beaucoup, Alain. Je pense que je vois les commentaires. Les gens voulaient d'ailleurs avoir accès à la présentation aussi. Donc, je pense que c'était important de prendre ce temps-là. En même temps, ce qui va arriver, c'est que la période de questions va être un peu plus courte. Donc, j'espère que les gens vont être compréhensifs envers ça. Merci pour ces présentations-là. Donc, je vais passer la parole à Stéphanie pour qu'on ait le temps de poser des questions à tout le monde, à tous les 5. Donc, Stéphanie Chouinard, qui est professeure de sciences politiques au Collège militaire royal et à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Elle est spécialiste de la politique canadienne. Ses recherches portent sur les langues officielles, le fédéralisme et la politique judiciaire. Elle commente d'ailleurs aussi régulièrement l'actualité politique dans les quotidiens Acadie Nouvelles et l'actualité. Je la vois aussi une fois de temps en temps à Radio-Canada. Donc, bienvenue Stéphanie, qui est la dernière mais non la moindre de nos présentatrices. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, faudrait juste peut-être la mettre en mode diaporama parce que là, on voit aussi les notes. Là. C'est donc bien bizarre. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Ça ne faisait pas ça tout à l'heure. Ben oui, je sais, c'est pour ça. C'est ça. Utilisez peut-être un diaporama en haut. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait ça en ce moment. Donc, écoutez, je vais procéder de façon un petit peu plus simple que ça. Espérant que de cette façon-ci, ça fonctionne. Sinon, on voit quand même. C'était juste parce que... Ah oui, là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Donc, désolée, le pire, c'est qu'on a fait un test tantôt, puis j'ai pas eu ce problème-là. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui et de m'avoir invité à participer à cette séance. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais présenter les grandes lignes d'une recherche que j'ai effectuée avec mon collègue Martin Normand sur la réponse des différents gouvernements au Canada. Donc, on parle ici du fédéral, mais aussi des provinces à la crise de la COVID-19 et surtout à la façon dont ceux-ci ont répondu ou non, ou de façon inégale à leurs obligations linguistiques respectives. Donc, la première chose qu'on doit savoir et que vous savez probablement tous et toutes déjà, c'est que la langue au Canada, c'est une compétence accessoire et donc le fédéral ainsi que toutes les provinces et tous les territoires ont leur propre régime linguistique. Et ça signifie qu'on ne peut pas s'attendre aux mêmes services, aux mêmes communications de la part de tous les gouvernements au Canada. Et donc, le gouvernement fédéral et les sous-unités constituantes au Canada ont des responsabilités différentes à l'égard des communications, à l'égard des services dans les langues officielles. Le gouvernement fédéral, de par la loi sur les langues officielles, évidemment, est tenu de communiquer avec les Canadiens et les Canadiennes et de les servir dans les 2 langues officielles. Et les dispositions linguistiques de la Charte s'appliqueraient même si la loi sur les mesures d'urgence avait été promulguée, ce qui n'a pas été le cas.
Le gouvernement fédéral, généralement, depuis le début de la pandémie, et là, ça fait 1 an qu'on a eu le temps de les observer, donc généralement a fourni des informations dans les 2 langues officielles pendant la pandémie, par exemple en faisant l'usage de l'interprétation simultanée. Cependant, à mesure que la situation devenait de plus en plus urgente après l'annonce de la pandémie, on a vu un assouplissement des obligations linguistiques de la part du gouvernement fédéral. Notamment, Santé Canada a levé la réglementation sur l'étiquetage bilingue pour permettre la distribution de matériel comportant des instructions en anglais seulement. On parle ici de matériel sanitaire, de matériel de nettoyage. D'ailleurs, le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, cette semaine a remis un rapport sur un certain nombre de plaintes qui avaient été effectuées à cet effet-là, un rapport assez décevant. Merci d'ailleurs, je vous invite à aller le consulter, qui a été publié hier. L'anglais a été la principale langue des briefings quotidiens du premier ministre, inégalement complétée par des informations en français. Il s'est également adressé aux enfants de la nation en anglais seulement à quelques reprises aux côtés de l'hygiéniste en chef, la Dr. Theresa Tam. Et M. Théberge a aussi récemment publié un rapport spécial sur le respect de la loi sur les langues officielles, mais c'est aussi penché sur les réponses des provinces, ce qui était assez intéressant dans la réponse à la crise de la COVID-19. Donc, je vous invite à aller consulter ce rapport-là qui était le résultat d'un nombre assez important de plaintes provenant du public canadien. Au Nouveau-Brunswick, que s'est-il passé? Donc, de tous les régimes linguistiques au Canada, le régime linguistique du Nouveau-Brunswick est le plus généreux sur papier envers sa minorité de langues officielles. Malgré ce régime-là, et peut-être à cause du fait que le Nouveau-Brunswick a des obligations plus grandes, les lacunes linguistiques de la réponse du gouvernement néo-brunswickois à la COVID-19 ont été ressenties de façon particulièrement plus aiguë. Notamment, malgré la disponibilité de l'interprétation simultanée pendant les séances d'information, les points de presse quotidiens, le premier ministre Blaine Higgs n'a pas utilisé ce service et a parfois même refusé de répondre aux questions des journalistes francophones, au grand plaisir de nos collègues à l'Acadie Nouvelle. Le commissaire aux langues officielles, Mme Shirley McLean, a souligné avoir reçu de nombreuses plaintes à cet égard dans la dernière année. En Ontario maintenant, dans le domaine des régimes linguistiques, on qualifie le régime ontarien d'une province pragmatique, voire même parfois conservatrice, qui accorde en général l'accès à des services en français quand c'est pratique et raisonnable, dans 26 différentes régions désignées de la province. La loi sur les services en français de l'Ontario n'oblige pas le gouvernement provincial à fournir toutes ses communications en français et en anglais. Cependant, en 2010, le Conseil du Trésor de la province a adopté une directive sur les communications en français à la suite des leçons tirées par la province d'une autre épidémie, l'épidémie de grippe H1N1. Et donc, c'était le commissaire aux services en français à l'époque qui avait fait une enquête très large sur la réponse de la province à cette épidémie-là. Et ce qui en a découlé, c'est cette directive qui donne le mandat à tous les ministères et organismes provinciaux de tenir compte des besoins particuliers de la communauté francophone et d'intégrer des approches appropriées dans les activités de communication afin de rejoindre efficacement les communautés francophones de la province. À cet égard-là, la province, depuis 1 an, n'a pas rempli ses obligations. Jusqu'à la 3e semaine d'avril en 2020, les séances d'information quotidiennes se tenaient uniquement en anglais, sans l'aide d'interprétation simultanée pour le français, même s'il y avait en Ontario l'usage de la langue des signes en interprétation. Et en date d'aujourd'hui, encore 1 an plus tard, les documents écrits ne sont souvent pas disponibles en français en même temps qu'ils sont disponibles en anglais. Ça vient souvent plusieurs heures après leur publication en anglais. Il y a aussi des retards dans l'affichage des informations en français concernant la COVID-19 sur le site ontario.ca. Et l'ombudsman associé de l'Ontario, Kelly Burke, l'ombudsman adjointe, pardon, Kelly Burke, a également reçu un certain nombre de plaintes concernant ces problèmes-là qui ont été vus par la communauté franco-ontarienne.
Et dans tout ça, le Québec brille par comparaison dans le domaine des communications dans la langue de la minorité. Donc, bien que la Charte de la langue française au Québec n'oblige pas le gouvernement à le faire, les séances d'information quotidiennes du premier ministre François Legault ont toujours été tenues en français et en anglais, sans recours à des interprètes. Cependant, il y a eu quelques lacunes dans l'information écrite distribuée aux citoyens. Il y a notamment le guide COVID qui a été publié par le gouvernement du Québec, qui a pris, je crois, si je ne me trompe pas, 3 semaines avant qu'il soit disponible en anglais et qu'il soit distribué aux foyers des familles anglo-québécoises. Par contre, et je pense que c'est important et intéressant de le noter, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes avait en plus publié une édition spéciale de son guide COVID en français pour les francophones hors Québec. Et donc, le gouvernement du Québec, en voyant l'urgence, est un peu venu combler le vide laissé par les autres provinces en matière de services dans la langue de la minorité et en démontrant ce qu'on appelle dans le jargon des politologues une forme d'action d'État parent, donc de kin state au nom du Québec vis-à-vis des communautés francophones. Donc, une innovation assez intéressante à cet égard-là. On a vu d'autres bonnes pratiques dans d'autres provinces où les obligations linguistiques sont plus ténues, notamment l'hygiéniste en chef de l'île du Prince-Édouard, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, qui s'adonne à être aussi le ministre responsable de la francophonie, et le premier ministre albertain, Jason Kenney, ont répondu aux questions en français lors des séances d'information. Dans ces provinces-là, où le gouvernement n'a pas nécessairement d'obligation linguistique en matière de communication, vis-à-vis de sa communauté francophone, on voit qu'il y a une bonne volonté, mais qu'elle dépend surtout des habiletés personnelles des individus qui se retrouvent à être dans des postes clés comme, évidemment, les ministres, le premier ministre ou les hygiénistes en chef. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au droit linguistique pendant une pandémie? Parce qu'évidemment, il y a bien des gens qui nous ont rétorqué ben, arrêtez de chialer, s'il y a urgence, les droits linguistiques, c'est pas si important. Eh bien, mon collègue Martin et moi, on voulait venir prendre le contre-pied de cet argument-là et d'identifier des arguments pour expliquer le besoin d'autant plus de faire respecter les droits linguistiques pendant la pandémie. Ces deux arguments-là sont la sécurité publique et la santé publique. Donc, du point de vue de la sécurité publique, c'est assez simple. Les citoyens doivent avoir accès aux informations, aux lois et aux règlements qui émanent des autorités publiques. Même si les gouvernements se sont appuyés sur l'interprétation simultanée ou le sous-titrage des briefings relayés par des plateformes électroniques, ces moyens-là ne sont pas accessibles à tous les citoyens, notamment dans les régions rurales ou dans les régions éloignées où la capacité de la bande Internet n'est pas assez forte pour faire du streaming, par exemple. Par ailleurs, l'unilinguisme français est encore courant dans nos communautés, surtout chez les personnes âgées et les nouveaux arrivants. Donc, on parle ici de l'unilinguisme de langue officielle, évidemment, puisque plusieurs nouveaux arrivants ne sont pas unilingues, mais parlent régulièrement d'autres langues que le français et l'anglais. Et parmi la population aînée chez les francophones, le bilinguisme anglais-français est parfois surévalué. Donc, on sait que les personnes âgées sont beaucoup plus à risque évidemment, d'avoir des symptômes très forts de la COVID-19. Et donc, par conséquent, afin d'assurer une bonne compréhension des directives quotidiennes, l'accès à l'information en français est vraiment primordial. Il existe des preuves anecdotiques, ça nous a été rapporté par-ci par-là, que des francophones hors Québec, notamment en Ontario, écoutaient Radio-Canada où on avait accès au briefing de François Legault pour avoir accès à des informations en français. Et donc, ça peut suggérer que certains citoyens, en absence d'informations en français provenant de leur propre province, se sont conformés aux directives du Québec plutôt qu'à celles de leur propre province, ce qui aurait pu avoir des répercussions sur leur sécurité, mais aussi du point de vue juridique, aurait pu avoir des conséquences plus graves, notamment des amendes pour non-respect de certaines directives. Du point de vue de la santé publique maintenant, les obligations linguistiques ne devraient pas être contournées en cas de crise pour des raisons de santé assez évidentes, mais je vais les expliquer. D'une part, les barrières linguistiques dans les services de santé peuvent avoir des effets néfastes sur un patient, comme des erreurs de diagnostic et découlant de ça, des erreurs de traitement.
Elles peuvent également conduire à une sous-utilisation des ressources de promotion et d'éducation à la santé. Et ces risques-là sont plus élevés pour les membres vulnérables de la société, parmi lesquels figurent les personnes âgées. Comme on le sait, encore une fois, la COVID-19 touche de façon disproportionnée les aînés. On parle aussi des populations qui ont un plus faible taux d'alphabétisation, ce qui rend plus difficile pour eux de naviguer dans le système de santé. Et la maîtrise de la langue seconde diminue aussi avec l'âge, qui est un autre élément à prendre en considération lorsqu'on parle des communautés aînées. Les immigrants francophones sont aussi touchés par plusieurs de ces enjeux-là, d'une part parce qu'ils ont une moins grande chance statistique de maîtriser l'anglais, mais aussi parce qu'ils ont une moins grande expérience avec le système de santé dans leurs provinces respectives et donc nécessitent d'autant plus une offre de services claire, culturellement appropriée, une offre active et dans une langue qu'ils comprennent. Ça va de soi et comme ça a été souligné déjà à plusieurs reprises depuis le début de la séance, c'est une population qui est d'ores et déjà vulnérable et de ne pas avoir l'accès à ces services-là dans une langue qu'ils comprennent, ça les vulnérabilise d'autant plus. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais faire preuve de concision vu que le temps presse. Je vous remercie et au plaisir de continuer à en discuter avec vous. Pardon, j'étais encore sur mute. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est super éclairant aussi comme présentation. On a encore une dizaine de minutes ensemble. Donc, j'invite les participants à poser vos questions dans le chat et je vais les prendre au fur et à mesure. Il y a une personne qui avait posé la question déjà à Corinne. Il y a déjà une question qui a été répondue. Donc, pour que les gens suivent, une des questions qui avait été posées, c'était le nombre de personnes qui ont été admis d'immigrants francophones, donc à l'extérieur du Québec, la proportion qui ont été admis en 2020. Je le souligne parce que c'est une question qui est revenue aussi donc, dès l'ouverture avec la présentation du ministre Marco Médicino. C'est une question qui revient souvent. Donc, en 2020, on est à 3,6 % d'immigrants francophones, mais je pense que c'est Alain, ensuite, dans sa présentation, qui a bien montré aussi que ce pourcentage-là, c'est un pourcentage d'un nombre total qui, lui, a diminué vu la pandémie aussi. Donc, il y a déjà cette conversation-là qui a eu lieu dans le chat. Sinon, on avait une autre question également déjà pour Corinne et peut-être Louise, en fait, qui demandait s'il ne pouvait pas avoir des enjeux d'accessibilité lorsqu'on fait des activités en format virtuel pour des nouveaux arrivants potentiels, si les personnes qui n'ont pas beaucoup accès à l'Internet, par exemple, de haute vitesse, dépendamment de là où ils se trouvent, sont peut-être plus laissés pour compte, en fait, par le virage virtuel de l'immigration et de IRCC. Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Ce que je peux dire à ça, c'est que depuis plusieurs années, on a régulièrement des webconférences, des Facebook Live, et la majorité des participants sont hors Europe. Donc, je pense que oui, ça peut être un problème, mais on a vu au cours des années que les gens arrivent à se connecter. Ça sera une des choses qu'on regarde avec une plateforme de salon virtuel. C'est vrai que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple webconférence. Donc, c'est une des questions qu'on va poser. Mais si on regarde la dernière édition en présentiel, on avait un maximum de 800 personnes par jour, dont à peu près 30% voyageaient d'ailleurs que l'Europe. Cette année, sur les 32 000 inscrits, 80% sont hors Europe. Donc, je pense qu'au total, c'est un accès accru, même s'il peut y avoir des difficultés d'accès ponctuelles ou selon où on est, mais même en région rurale, dans certaines parties de l'Europe aussi. Merci pour ça, Louise. Oui, Alain. Mais peut-être, j'ajouterais, c'est une fois aussi que, tu sais, il y a quand même des familles qui sont arrivées au Canada juste avant la pandémie, avant qu'on ferme les frontières. Et je peux m'imaginer à quel point, tu sais, pas les services d'établissement, c'est un service social aussi. Puis le contact humain est important.
puis aussi de se retrouver dans une nouvelle communauté qu'on ne connaît pas sans pouvoir faire des liens et aller à la rencontre des gens. Ça a dû être très difficile. Alors moi, de ce point de vue-là, je suis certain que plusieurs ont hâte. J'étais heureux de voir qu'on a innové, on a prêté des ordinateurs à des clients de ces services-là quand même pour maintenir les services. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'innovation, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose au niveau des liens puis de l'ancrage dans la nouvelle communauté. Merci. Mais justement, il y a Yaspina qui pose la question des gens qui ont eu des visas pour arriver ici, soit comme temporaires ou comme la résidence permanente et qui n'ont pas pu entrer au Canada à cause des frontières fermées. Donc, est-ce que, je ne sais pas, peut-être aussi, Nicolas, vous voyez ce genre de choses-là aussi dans d'autres pays, mais qu'est-ce que d'abord, peut-être Corinne, vous voyez au niveau des gens qui sont pris dans cette situation-là depuis un an? Étant donné que Louise est ici, je Oui, laisse la parole à Louise. Louise. Les personnes qui peuvent démontrer qu'il y a un emploi qui les attend à la fin de la quarantaine ont pu voyager. Donc, les restrictions initiales qui étaient très restrictives, qui étaient juste pour les professions essentielles, ont été assouplies. Il y a des gens qui ne voulaient pas partir. Je pense à ceux qui avaient des permis de travail ouverts. On leur a permis de prolonger la validité pour partir sereinement quand les choses s'améliorent. Pour les résidents permanents, je dirais que c'est un peu pareil. S'il y avait un emploi qui les attendait, ils pouvaient entrer au Canada. Mais si ce n'est pas le cas, ceux qui ont été acceptés, donc l'acceptation finale après le 18 mars de mémoire, doivent attendre, mais pourront prolonger. Et encore une fois, partir sereinement quand ils pourront envoyer leurs enfants à l'école, trouver un emploi, trouver un logement, toutes ces choses qui seraient un défi. Donc, comme Alain mentionnait, c'est difficile pour les gens qui venaient d'arriver. Imaginez quelqu'un qui n'est pas encore sur place. Donc, je pense que l'approche des RCT était plutôt de dire « Attendez, on vous aidera à partir quand ce sera le bon moment ». Oui, allez-y, Nicolas. Merci pour cette réponse-là, Louise. Un petit mot pour vous dire que les mouvements de réinstallation aussi ont été affectés. Donc, à un moment, il y a eu une déclaration de la part de l'UIM et de la part du HR de bloquer en fait tous les mouvements mondiaux, à niveau mondial de réinstallation dans plusieurs pays d'accueil, justement à cause des restrictions au mouvement. Donc ça, c'était un stop qui a duré pendant quelques mois. Et au fur et à mesure qu'on s'est adapté aux restrictions, on a recommencé à répondre les activités de réinstallation. Mais sûrement, la réinstallation des réfugiés a été aussi affectée. Merci, parce que des fois, c'est intéressant aussi de voir que finalement, on n'est pas les seuls aussi dans cette situation-là. Il y a Bonaventure aussi qui pose la question au niveau des agences d'établissement. Est-ce que les agences d'établissement peuvent desservir les étudiants internationaux en ce temps de pandémie? Donc, question pour qu'elle dirige à Corinne. Merci beaucoup pour la question. Non, actuellement, les étudiants internationaux dans la classe temporaire ne sont pas éligibles pour nos services d'établissement. Nous sommes en train de regarder cette question-là avec les provinces et territoires pour peut-être certaines cohortes de notre classe temporaire. Donc, la réponse pour l'instant est non. Mais nous sommes en train de le regarder pour le futur. Je ne sais pas, Stéphanie, si vous le voyez, mais en tout cas, moi, j'enseigne à l'Université de Toronto les étudiants étrangers qui sont arrivés ici, qui sont complètement pris chez eux. C'est aussi une réalité qui peut être très difficile aussi pour plusieurs étudiants. Oui? Oui, non, chez nous, le contexte d'une institution qui appartient aux forces armées fait que tous mes étudiants sont des citoyens canadiens. Oui. Mais c'est ce que j'entends dans le Queens. milieu universitaire, en règle générale, de la part de mes collègues, effectivement. Oui. C'est la dernière question qu'on a pour l'instant dans le chat, à moins qu'il y ait une dernière personne qui ait une question brûlante. Puis ça donne bien parce qu'il est 2h59 pile. Donc, ce que je vais faire, c'est partager tout de suite dans le chat
donc le formulaire d'évaluation SurveyMonkey pour aujourd'hui. Puis pendant que je fais ça, je vous invite aussi donc à remercier les panélistes, leur dire merci et avant de quitter. Sinon, pour demain, donc on se donne encore rendez-vous à la même heure pour le dernier événement de la journée. Donc, un grand merci à Stéphanie, à Louise, à Nicolas, à Alain et à Corinne. Personnellement, j'ai beaucoup appris de vos présentations. Ça a permis de survoler tant le contexte international, d'arriver aussi au Canada au niveau gouvernemental, de voir comment ça se traduit dans la réalité en communautaire, puis ensuite, bien, concrètement, évaluer la réponse des gouvernements, de certains gouvernements plus en détail que d'autres, à la COVID-19, l'impact sur les communautés francophones. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce tour de table-là. Personnellement, j'ai l'intention de me servir de cette information-là dans mon propre travail dans les médias. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et on se voit donc demain pour la dernière journée du symposium annuel de l'immigration francophone de la FCFA. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin d'après-midi. Ou de soirée pour les Européens. On est inclusifs. Merci.